C'est déjà nous. Eh oui, vendredi, c'est l'heure du live. C'est l'heure du live, donc Friday Live numéro 75. Déjà. En direct du shop, donc Los Angeles, Local Franchise, Alex et Charlie. J'espère que tout va bien de votre côté. Hein. L'apéro, vous êtes assis, peinard, posé. Voilà. Donc on a choisi, pour faire plaisir à certaines personnes qui nous avaient proposé de le faire à 20h30, de le faire un petit peu plus tard. Donc on va voir si la formule fonctionne. Hein, on l'a annoncé un petit peu partout. J'espère que vous allez être nombreux à nous rejoindre. Et puis comme je sais, il y en a pas mal aussi qui nous voient en replay. Donc voilà, donc on va attaquer tranquillement notre petit live avec, on va vous parler de la Shelby GT500 de Fred avec la petite option Tilt Away, qui est un truc qui est vachement intéressant. Et puis on va vous montrer un petit peu ce sur quoi on est en train de travailler. Et puis par exemple aussi le contour de la Pontiac Firebird 68 de nos amis Alexis et son papa qui sont avec cette caisse-là, qui nous ont demandé le petit contour, comment tu appelles ça en anglais, mon cher C'est le Hood Tachometer. Ah. Donc ça veut dire le contour sur le capot. Voilà. Et donc ça a l'air tout con, mais c'est une mission, parce qu'il faut mieux mesurer 10 fois avant de percer, parce qu'une fois que c'est percé, c'est percé. Donc là, on va faire un trou de 4 pouces dans le capot. Et c'est son capot d'origine, voilà, c'est toujours un grand moment de charcuter une belle voiture d'origine. Bon, c'est pour la bonne cause, hein, c'est pour rajouter la petite option. Donc là, allez, on n'a qu'à commencer par ça, voilà. Allons-y. La petite option qui est là, donc je l'ai fait peindre au préalable, hein, la couleur de la voiture. Et donc on voit, on a le petit contour, donc c'est une option sympathique parce que le contour est sur le capot et on le voit donc du poste de pilotage. Eh bien, présente-le, Jenny va se mettre. Je trouve que c'est super sympa comme petite option et ça ajoute un petit côté fun. Donc, et donc ça vient se mettre là. Tu veux que je me mette au poste de pilotage? Ouais, enfin juste. Donc ça vient se juste mettre de là. l'intérieur comme ça. Donc c'était le grand moment de déterminer où ça se met. Bon là c'est pas vraiment parce qu'il n'est pas dedans, mais l'emplacement est ici. Et donc si on ferme le capot, voilà. Quand on conduit, on a le contour juste devant les yeux. Et je trouve ça assez sympathique. Ouais. Donc là, ça va prendre un peu de temps parce que je mesure. Il faut que je prenne en compte la doublure qu'il y a à l'intérieur du capot. Bah oui. Parce que bon, j'ai trouvé des codes sur internet, donc ils te vendent le truc, c'est démerdez-vous. Hein. La notice, démerdez-vous. Mais bon, vu que j'ai regardé un peu sur internet, donc ils te donnent des codes, mais c'est pas les bonnes. Donc, sinon, si j'avais respecté les codes sur internet, j'aurais me suis retrouvé pile dans la doublure. Et là, double mission, double galère. Donc là, il faut que je figure combien j'ai de place derrière dans la doublure. Et après, je vais le placer par rapport à l'endroit que j'ai, la place que j'ai derrière. Donc ça va prendre un peu de temps. Je préfère prendre mon temps que de percer et puis de dire « Ah, ça ne va pas ». Tu m'étonnes. Voilà. Bon, sinon, à part ça, donc avant, Georges a bien bossé sur la voiture pour tout ce qui est révision, etc. Hein, la liste de tout ce qu'on avait montré, qui était en cours la semaine dernière. Comme d'habitude, caisse des années 60. Suspension entièrement d'origine, donc suspension de 40 ou 50 ans. Ouais. Donc tous les bushings crevés, les lames affaissées, l'amortisseur, j'en passe. Donc on a tout mis neuf, rotule, cylindre bloc, lame, tout le truc. Il y avait eu un kit de conversion frein 10 déjà à l'époque. Ok. Récemment, le truc est assez récent. Et donc ça c'était bon. Et les freins arrière, comme d'habitude, toujours négligé. On a changé mâchoire, cylindre. Tiens, viens Jen, si tu veux montrer, tu auras peut-être plus de place de ce côté-là. Donc là on a redonné un peu du lustre à cette voiture qui était très belle déjà d'origine, mais il manquait des petits détails, la petite touche, le petit peaufinage. Pareil, on a changé le mètre cylindre. Donc ça, on a eu des petites surprises, les amis. Je reviendrai vers vous. Je reviendrai vers vous plus tard. On a eu des petites surprises. Le mètre cylindre a foiré. Bon, il était vieux. Il a foiré, donc impossible à purger. Donc on a dû le changer. Il y a deux, trois bricoles comme ça, mais rien de méchant. Okay. Donc je reviendrai vers vous à ce sujet plus tard. Après, pareil, ça je l'ai commandé, je ne l'ai jamais reçu. Le bac à batterie. Donc j'attends le bac à batterie, c'est la dernière pièce qui manque. Donc la batterie était juste posée comme ça, elle a été posée, comme dirait notre ami Karim. Donc là, on a commandé le bac à batterie de rigueur qui va sur la Pontiac. Ok. Ça va arriver. Après, au rayon cosmétique, nos clients nous avaient demandé des petits détails. Donc là, les petits cabochons clignotants étaient tout jaunis, tout morts, donc on a mis les neufs. Il manquait un petit cache de roue, donc on a changé les 4 caches. On a mis 4 caches de roue neufs. Les petits mouldings d'ailes, pareil que tu avais demandé, optionnels, donc on les a installés.
Et puis voilà, hein, du reste, bon, c'était une auto qui était quand même en très bon état. On a changé les joints, les fameux joints qui étaient complètement desséchés. Ouais. Hein, ces joints-là, là, les joints de fenêtre, ici, là, on les a changés. Les joints de porte avaient déjà été faits à l'époque, donc ne nécessitaient pas d'être changés, mais on a changé cela. Et puis voilà, hein, je crois qu'au rayon des travaux, c'est déjà pas mal. La suspension a les fameux cylindres blocs de berceau qui sont jamais changés. Ouais. Ça c'est oui, c'est une voiture à demi-faux châssis, j'avais expliqué ceux qui suivent sur la Nova. Et donc les cylindres blocs qui lient le subframe, donc le berceau moteur à la caisse, Ouais. pareil, hein, ils font partie du clan des oubliés. Ok. Ils sont aux oubliettes, donc on les a changés, on a mis en polyuréthane. Et puis voilà, mais bon c'est gros boulot. C'est reparti pour 50 ans. Ouais, les voilà, gars. là ça devrait être bon là. Ok. Bon, bah impeccable. Donc ça, cette voiture-là, ça avance pas mal. On vous montrera la prochaine fois quand le fameux tachometer sera installé. Voilà. Ensuite, au rayon des véhicules sur lesquels on a quasiment tout vu, il nous reste dernier petit test drive, dernier petit fignolage, mais la très belle Mustang 65 de Claude. Voilà. Donc Claude, regarde-moi ça, mon Claude. Celle-ci, elle nous a donné le fil à retordre, elle avait une fuite de boîte depuis l'achat. Et le vendeur nous dit, oui, c'est le joint de carter, c'est rien, il n'y en a pas pour cher, ça vaut 10 balles. Bon, ok. Ok, on a changé le joint de carter, c'était pas le joint de carter, c'était le carter, pas le carter inférieur, le carter de boîte, le corps de la boîte qui était fendu. Donc on a dû tomber la boîte et la refaire intégralement et changer évidemment le corps de boîte. On a quasiment mis une boîte différente puisqu'elle a été refaite en même temps. Ouais. On a changé les pièces, tous les disques, tout le cinéma à l'intérieur et le corps de la boîte qui était fendu. Une petite fissure de rien du tout, à peine visible à l'œil nu et qui faisait que ça fuyait. Donc voilà le genre de tracas du quotidien. Oui, on a nos petits tracas, un peu comme vous tous chez vous. Voilà, donc cette voiture-là, bon, effectivement, il y a beaucoup de gens, même sur certaines de nos vidéos sur YouTube, qui ont fait des commentaires qui disent que la couleur est magnifique. C'est vrai que c'est une très belle teinte, ça lui va très bien. Donc voilà, nous on a fignolé un petit peu tout ça. Donc effectivement aussi, comme Alex l'a dit, bon, c'est une voiture qui était déjà pas mal équipée quand on l'a achetée, mais le grosse partie du travail qui était ni fait ni à faire, notamment ce moteur qui tournait, à qui il manquait des pattes, etc. Donc là maintenant, elle fonctionne super bien. Et là, on sent quand même que par rapport à une Mustang d'origine, il y a quand même beaucoup plus de chevaux. Hein. Ça marche vraiment bien. Elle fait un très beau bruit aussi. Ça fonctionne bien, oui. Ouais, ça fonctionne bien, oui. Voilà. Donc tu peux nous faire un petit 3/4 arrière si tu veux. Hein, voilà, l'intérieur aussi qui est très joli, À l'avenant. tout complet, avec un petit contour optionnel. Donc au titre informatif, le petit voltmètre est dorénavant fonctionnel. Ah, Il ne l'était pas, maintenant il l'est. voilà. Très bien. Bon, est-ce qu'on mettrait ça en route alors? Hop! C'est toi qui as le micro, mon cher, si tu veux. Donc là, bien entendu, la voiture est froide, donc on va pas aller très très haut dans le tour. On remplit un petit peu les cylindres. 2000 tours. Voilà, 2500 tours. Et vous entendez le ronronnement du V8. Et je trouve que c'est super joli. Même au ralenti, c'est vraiment un bruit qui est très sympa. Donc elle est revenue de l'alignement. Je l'ai ramenée par la route. On a vraiment roulé avec cette voiture. Il nous reste quelques petits détails, Claude, et ensuite on refait un point complet, on vérifie les serrages, etc. Parce que quand on récupère la voiture de l'alignement, comme il touche au triangle, il touche à pas mal de choses, en général, par acquis de conscience, on revérifie les serrages. Parce qu'une fois qu'elle est partie, elle est partie. Voilà donc pour cette Mustang 65. Donc, alors tout à l'heure, je vous ai annoncé dans le live qu'on allait répondre à certaines de vos questions. Donc on fera la petite partie questions-réponses tout à l'heure. En attendant, donc parmi les choses, on va aller voir notre ami Jérém. Il va nous parler un petit peu de la caisse de Jules et de nos fameuses histoires
de freins de Corvette, parce que ça c'est un sujet quand même. Et puis ensuite on ira voir nos autres mécanos sur ce qu'ils font. Et puis on fera le petit jeu des questions-réponses. Et puis je vous parlerai aussi un petit peu par-ci par-là de l'actualité de nos partenaires. Voilà, donc Alex, je te laisse, on va aller voir notre ami Jérém ici. Jérém, comment va-t-on? Salut. Salut les Frenchies. Ça va mec? Eh ben ça va. On travaille sur la voiture à Jules. Ouais. Ben voilà, Alex a ramené l'auto hier chez le carrossier et ben les deux compteurs ne fonctionnent plus. Voilà, donc on est en train de démonter le tableau de bord pour voir ce qui se passe. Et puis ben voilà. Ok. Voilà. Après, comme d'hab, le petit. Alors, les étriers, on met des étriers neufs. Hein. Ouais. Donc la voiture a fait aller-retour chez le carrossier, l'étrier fuit les deux. Donc là, on a pris le taureau par les cornes, on va renvoyer ça chez le fournisseur, il va bien évidemment nous rembourser comme il se doit. Et on va acheter des étriers avec piston en inox. De toute façon, à partir de maintenant, joint au ring. là on a eu, Là, excuse-moi, je t'ai coupé, mais on a eu quelques soucis avec des étriers neufs. Donc au départ, on mettait ça un peu sur le compte de la quantité quand on en faisait beaucoup. Mais là, c'est trop. Celui-ci a été changé 2 fois. Sur certaines autres Corvettes, on a dû les changer aussi 2-3 fois. Donc là, c'est fini. On ne prend plus de risques. Donc maintenant, de ce point de vue-là, on mettra le modèle cher que tu vas nous décrire beaucoup mieux que je le ferai. Et ce sera soit ça, ou sinon on n'interviendra plus sur les freins de Corvette, puisqu'on ne peut pas garantir que ça ne va pas se mettre à fuir. Alors, c'est un vaste sujet qu'on a souvent abordé, c'est que quand on change les pièces d'une voiture, on met des pièces neuves et parfois on a des pièces qui sont d'une qualité inférieure ou dans la grande série, certaines qui se mettent à merder. Donc on peut considérer que c'est acceptable. Mais là, on s'est rendu compte que, par exemple, ici, on a 4 Corvette C3 dans le shop. Il y en a 2 qui fuient en ce moment, plus une dont on vient encore de refaire les étriers. Donc ça, c'est quelque chose... voilà, donc tiens, viens voir Jen. Donc Alex, tu vas nous dire un petit peu nous expliquer en gros où est le problème et comment ça marche. Et comme ça permettra à tous les possesseurs de Donc Corvette. là, on voit les pistons, ils sont flottants sur les Corvettes. C'est pas ajusté serré en fait. Donc ils misent sur le diamètre des joints pour faire l'étanchéité entre le corps de l'étrier et le piston en fait. Donc on voit le piston, il se promène dedans. Sur les nouveaux étriers, le piston il est ajusté pile poil comme sur les voitures actuelles et toutes les voitures modernes à étrier. Ouais. Le piston il est ajusté pile poil dans le corps de l'étrier et il n'y a pas ce jeu là en fait. Donc c'est étanche et ça bouge jamais. Il y a 0 retour. Sur les deux. Par contre ça nécessite donc d'avoir usiné des pistons donc, différents et évidemment de sliver le corps de l'étrier avec un corps en inox pour que ça puisse et que ça ne rouille pas, tu vois. D'où la différence de prix. Là, non seulement il faut l'usiner, voilà. En plus de ça, il faut avoir des matières qui sont plus chères. Celui-là, il reste de neuf, puis on peut voir, hein, tu vois. Il fuit déjà. Ouais. Voilà, c'est de la cochonnerie, donc. Non, tu peux le dire, Alex. Je peux le dire. C'est de la cochonnerie, c'est de la merde. C'est de la merde. Voilà. Donc là, ça va forcément impacter le prix des révisions, hein, forcément, parce que c'est pas du tout le même prix entre les kits avec étrier inox, mais bon. Je pense que quand au long cours, on y gagne. On y gagne parce qu'en temps et en fluide, à force de purger, mes gars, ils ont des mollets comme ça. Hein. donc voilà, c'était la petite... C'est la petite parenthèse Corvette. Donc ce sont de bonnes voitures, les mécaniques sont fiables, il y a plein de trucs. C'est le point faible. D'usine, elles avaient ce problème-là. Donc pendant un moment, ce qu'on faisait, c'est qu'on offrait la possibilité aux clients de choisir entre le modèle cher et le modèle pas cher. Maintenant, on ne laissera même plus ce choix-là. Voilà. Ce sera le modèle cher ou sinon, les freins, on ne pourra pas dire que nous, on les a révisés ici puisque ça nous engage personnellement et après, forcément, ça nous pose problème. Voilà. Donc, c'était la petite parenthèse. Donc, Jules, ta voiture est en cours de remontage. Les petits trucs qu'on devait vérifier sont en cours avec Jérém ici présent. Et puis, voilà. Donc, avant d'avancer plus avant avec nos autres mécanos qui sont en train de bosser, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter effectivement donc cette Shelby. Comme vous l'avez vu, c'était une voiture aussi à tiroir avec le moteur. Et Alex vous avait expliqué il y a 2 semaines tous les problèmes qu'on a eu avec ce moteur qui était avec 12 000 $ de facture refait
mais qui n'avait pas été fait dans les règles de l'art. Les petits problèmes, si tu veux résumer rapidement. Bah, Jenny, on va montrer la... Cette voiture-là, on est caisse intervenu ici. quand même. C'est une voiture, c'est comme toujours, une voiture de collector, c'est-à-dire que c'est une voiture de collectionneur, on va dire. Une voiture qui roule pas, quoi. C'est une voiture que tu exposes dans ton garage. Voilà, j'ai une Shelby et les gens ne roulent pas. Donc c'est une voiture qui avait été restaurée et l'ancien propriétaire est tombé sur un garagiste peu scrupuleux et qui lui a fait une réfection moteur au plus bas prix. C'est ce on pouvait pas faire moins cher. Il l'avait bien refait, mais il l'avait fait vraiment au plus bas prix. Donc du coup, c'était ni fait ni à faire, aucun usinage, les soupapes enfoncées dans les culasses. Enfin vraiment, vraiment du travail à bâcler. Et il lui a chargé quand même une somme assez rondelette pour un travail qui vaut même pas un dixième de ce qui avait été fait. Donc on a dû tout reprendre. Comme je l'avais expliqué la dernière fois, réusinage des culasses pour ajouter des sièges de soupape, on changeait les guides. Enfin, on a installé des guides parce qu'il n'y en a pas d'origine. Et là, les guides intégrés dans la culasse étaient tellement bouffés qu'ils les avaient tulipés pour essayer de rattraper le jeu. Mais ça, c'est un pansement, ça dure pas longtemps. Donc on a usiné, on a mis des guides en bronze. Nous, on changeait toutes les soupapes. Enfin, on a fait le travail comme ça devait être fait, changer les pistons, parce que c'est des pistons de piètre qualité. Ouais. Et puis on a les coussinets, tout ça était bien, mais on a remis encore tout ça neuf. La distribution était neuve, on ne l'a pas changé, pompe à huile aussi. Tout ce qui avait déjà été changé, on ne l'a pas changé. Mais on a fait vraiment le travail d'usinage et de machinerie comme il se devait. On a changé l'embrayage aussi, parce qu'il était, il était voilé, il était vraiment, ça avait être le truc qui avait été refait. Ouais. Il avait été mal refait, donc on l'a changé par un modèle aftermarket, donc un modèle un peu plus tenace, qu'il faudra roder d'ailleurs, hein, Fred, si tu nous regardes. Il faudra y aller gentil sur l'embrayage au début. Et puis voilà, après les histoires de refroidissement, il n'y avait pas le bon ventilo. Ils avaient mis un ventilo cheap, le truc de supermarché à 10 balles, donc le moteur forcément chauffait. Ouais. Donc là, on a mis le Visco d'origine qui va sur la Shelby GT500, c'est la pièce qui va sur cette voiture, donc qui a été dénichée par nos fournisseurs. On a essayé vraiment d'améliorer un peu la voiture sans la dénaturer, parce que bon, c'est quand même une voiture de collection qui est assez rare. Donc, qui est très rare. Là, tu peux employer le mot très, là, mon ami. Voilà, donc pareil, l'allumage, on a upgradé pour un allumage électronique pour être tranquille. Et puis voilà, et là, la dernière petite étape, donc il me reste, alors en rayon des tiroirs, hein, parce que ça finit pas, on a notre histoire de feu de recul qui marche pas, donc le petit switch qui est sur la boîte de vitesse a foiré. Donc j'en ai commandé un, ils l'ont pas en stock, hein, toujours la même histoire, donc je veux que ces feux de recul fonctionnent. Donc j'ai commandé des petits switches, et puis du coup en attendant, je m'amuse. J'ai découvert que cette voiture-là avait le tilt-away. Donc le tilt-away, qu'est-ce que c'est? C'est une option d'époque assez rare, hein, sur les Mustangs, ce qui fait que quand tu coupes le contact, le volant part vers le conducteur pour te faciliter la descente dans le véhicule. Donc j'ai découvert qu'elle était équipée de ça, donc ça ne me fonctionnait pas, hein, il n'y avait rien, tout était absent. Et du coup, je m'amuse à lui remettre ça en état. Donc là, j'ai fait un petit bricolage pour vous montrer le fonctionnement, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne normalement, parce qu'il y a une réserve d'air avec une valve que j'ai commandée. Explique-nous. Donc l'histoire, alors je vais vous mettre en situation. Donc là, je vais le faire marcher avec le moteur en route, mais normalement, la réserve d'air, elle, sert à le faire marcher justement au moment où tu éteins le moteur. Donc là, je vais inverser le fonctionnement exprès pour vous montrer. Et puis voilà, je vais vous montrer, c'est rigolo. Donc, si vous avez vu le live de la semaine dernière, quand on était allé voir les voitures du collectionneur, justement, il avait une fastback, pas une fastback, une cabriolet 68 code S avec toutes les options, et elle avait notamment cette option. On n'a pas pu vous montrer puisque c'est un système vacuum, c'est-à-dire un système à air, et donc comme la voiture était entièrement démontée et à l'état de projet, ça ne fonctionnait pas. Donc là, aujourd'hui, on va pouvoir vous montrer comment ça marche. J'espère que ça va marcher. Mon bricolage provisoire. Alors déjà, on va la démarrer. Ça là-dessus. Normalement, la voiture est éteinte. Hein. On va faire quoi? Donc là, t'éteins ton contact et tu ouvres ta porte. Et là, ça ne marche pas, évidemment. Donc voilà. Voilà ce qui se passe normalement. Je vais le refaire. Voilà. Normalement, ça se fait moteur éteint parce qu'il y a une réserve d'air. Là, je l'ai mis en direct pour vous montrer. Et ça marche comme ça. Il y a un petit switch sur la portière. Bon, c'est empirique hein, comme truc. Je vais expliquer après comment ça marche. C'est assez rigolo. Donc, on remonte dedans. Là, ça tient bien. Puis, on ouvre la porte. Pac. Voilà.
Donc comment ça marche? Eh ben ouais, on veut savoir comment ça marche. Donc c'est Parce qu'en réalité, donc c'était une option d'époque qui était assez rare. Et là, aujourd'hui, pourquoi est-ce que la plupart du là, temps, on peut sortir, on n'a ne pas le fonctionnent volant plus, ces dans les trucs-là. guitares. On n'a pas du. Moi qui suis quand même corpulent, Voilà. j'ai pas le volant dans les guitares et je peux descendre de la voiture sans me taper le volant dans les genoux. Ce Donc qui c'est quand sera même un bien, ça. truc qui est d'autant plus intéressant pour notre ami Fred qui est à mobilité réduite. Donc, et tous nos amis qui nous regardent, qui sont en situation de handicap, on vous passe le bonjour les mecs. Sachez qu'il y a des possibilités et il y a plein de passionnés qui sont en situation de handicap et qui pourtant sont dans le domaine automobile. Et voilà, donc là, ça fait partie des petits trucs qui avaient besoin de marcher pour cette voiture. Déjà, parce que ça fait partie des options de la voiture et d'autant plus, c'est quand même une voiture qui est exceptionnelle. Comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est une voiture qui a été faite à l'époque dans cette couleur, avec cet intérieur à 154 unités. Donc c'est une vraie Shelby avec les vrais, il y a les numéros de Shelby ici. Donc c'est une voiture qui est exceptionnelle et bien entendu quand on a une caisse comme ça, on a envie que toutes les options d'époque fonctionnent. Alors Alex, explique-nous un peu cette petite histoire de réserve d'air là. Alors en fait, c'est un système électro-pneumatique. Donc on a un petit poumon à dépression, comme beaucoup de choses, comme les Américains aimaient bien ça, tous les trucs pneumatiques, les régulateurs de vitesse étaient comme ça, pneumatique à poumon. Là c'est pareil, un petit poumon, c'est un piston même, qui marche avec une dépression et on a une petite électrovanne, un petit électroaimant qui est piloté et qui ouvre un robinet et qui amène la dépression à ce petit piston et ça déverrouille un câble. Ah c'est chiadé comme truc. Ça déverrouille un câble qui déverrouille la colonne et ce qui lui permet de monter. Donc on a un petit ressort qui l'a fait monter. Ok. Donc là si je fais ça, elle se bloque et là ça bouge pas. Là heureusement ça ne peut pas fonctionner. Alors ça fonctionne. Pendant que tu roules. Voilà, il y a un relais et du coup ça ne fonctionne que contact coupé et porte ouverte. Le volant va se déverrouiller que sur ces deux conditions-là. Il faut que le contact soit coupé et que la porte soit ouverte. Donc là je l'ai chanté, je l'ai chanté pour avoir la dépression avec le moteur en route, mais normalement on a une réserve d'air. Donc on a une petite réserve qui se remplit qui se vide d'air, qui est en dépression. Et donc cette petite réserve d'air, là, quand tu coupes le moteur, elle sert à activer le petit vérin. Ok. Donc là, dès qu'on aura reçu la fameuse petite réserve. La réserve d'air qui était manquante, évidemment, ça. On va la réserve d'air. D'origine, ça s'installe sous la batterie. C'est ça. Voilà, c'est ça, sur cette réserve d'air. Alors les Mustangs. Alors c'est pareil, les Mustangs, ceux qui sont aficionados de la Mustang, les modèles climatisés de 68 par exemple, avaient un système de volet de clim piloté pareil à dépression. Donc on a cette petite réserve d'air sur les modèles climatisés. Donc celle-ci n'est pas climatisée, donc elle n'a pas la réserve d'air de la clim. Sinon j'aurais pu m'en servir pour faire fonctionner ça. D'accord. Mais elle ne l'a pas. Mais certaines ont la réserve d'air, donc certains se disent c'est quoi cette boîte de conserve dans le passage de roue, ça se voit. Du côté passager, dans le passage de roue, c'est une boîte de... Tiens, j'en ai une là, je vais te montrer. C'est une boîte de conserve, ni plus ni moins, avec deux trous. Voilà. Ok. Donc celle-là, c'est une de clim, donc c'est pas la même, celle pour le tilt-away, et c'est un cylindre long qui est sous la batterie. Mais c'est une boîte... Bon là, on avait essayé de la recoller et tout, mais bon, c'était foutu. C'est juste pour vous... C'était pour vous montrer, c'est une vieille pièce, c'est bon à la poubelle. Mais c'est une boîte de conserve, regarde. Bon là, on voit pas, mais c'est une vraie boîte de conserve avec deux trous. Pour pouvoir avoir un vide d'air. Donc c'est même pas très solide quand tu vois, c'est une bête boîte de conserve quoi. William Sorin. Voilà. Si tu nous écoutes. Voilà, une réserve d'air. Salut William. Ok, très bien. Donc Fred, ta voiture n'a jamais été aussi peaufine les proche. petits détails. Là. Je chipote, on va dire. Mais je voulais que ça marche, ça, parce que j'ai découvert ça, je dis c'est quoi ce câble, c'est quoi ce machin. J'ai chipoté dessus, plouc, le volant qui se truc. Je dis on va faire marcher. De préférence. Voilà. Alors, on va continuer. Alors, ici sur les caisses en cours. Et pendant que tu nous dis un petit peu de quoi il s'agit là sur les caisses en cours, moi je vais reprendre mon petit papier et je vais voir un petit peu aussi parmi les choses. On a notre Camaro qui se finit. Là, on est vraiment à 90%, allez, 95%. L'intérieur. Donc là, on a repeint. Encore une fois, c'est une voiture. On aurait pu remonter ça à la vite fait, mais là, à la nécessité, il manquait plein de pièces. Donc le vendeur nous avait dit, il y a toutes les pièces pour la remonter. Ouais. Il y avait 25% des pièces. Donc là, Georges, il y avait les coques de siège qui étaient installées, mais qui étaient toutes crades, toutes d'origine. Donc je lui ai dit, non, on va les poncer, on va les peindre. Il a fait l'autre côté, on voit, c'est tout beau, tout propre. Ça fait quand même plus clean que d'avoir la coque toute fadée.
Donc j'ai acheté de la peinture qui correspond, etc. J'ai dû trouver le bon code et tout et commander la bonne peinture. Donc là, il repeint les coques de siège, les panneaux de porte c'est fini normalement. On a, voilà. Donc ça là, il manque le lève-vite, mais on a les panneaux de porte neufs. Pareil, j'ai dû trouver les petits moldings qui manquaient pour fignoler, faire la petite finition ici. Il manquait les accoudoirs, il manquait les logos, il manquait pas mal de trucs. Hein. Donc ça se remonte, mais voilà. C'est une belle petite auto qui sera bientôt finie, je pense, là, dans les jours qui viennent. Voilà. À juin 9. Ouais, juin 9. Alors, faut y aller, il faut du muscle. Les petits moldings que je vous ai montrés la dernière fois, de bas de caisse. Voilà. Je pense que cette voiture-là, quand elle sera finie, on en profitera pour vraiment bien la filmer. On la nettoiera bien et on la mettra bien en avant parce que une belle Camaro RS comme ça, c'est... J'ai soigné les détails, j'aurais pu faire ça à moitié. Donc là, on a changé les petits windlace, comme ils appellent ça. Alors, je sais pas comment ça s'appelle en français. Tu vois, les petits windlace, là, le propriétaire les avait mis noirs. Mais ça me plaisait pas. Moi, je voulais que ça soit rouge. Donc, j'ai commandé des rouges. Pareil, les mouldings de pavillon. Donc là, tout le long ici, là, tu as un autre windlace qui est spécifique pour tenir le pavillon. Pareil, que j'ai commandé et qu'on a peint parce qu'il n'existe pas en rouge. Donc, on l'a peint en rouge parce que d'origine, c'était en rouge. Donc, voilà. On a soigné vraiment les détails. Ok. J'ose pas taper. Ok. Alors ensuite, donc là, on a le truck de notre ami Steph Discovery Normandie. Donc cette voiture-là, enfin ce truck-là, pareil. Donc c'était un truck qui était un GMC de 87 avec donc ses premières années à injection. Ultra sain en dessous, hein, on peut faire le petit tour. Et bien entendu, on fait révision comme on fait d'habitude avec vérification du freinage, du freinage, suspension, etc. Donc là, on a changé les rotules. Il y a un truc, il avait été quand même un peu. Le mec roulait tous les jours avec. Donc, ah oui. Voilà, Ah, les rotules, dessus, les soufflets étaient crevés, on voyait depuis longtemps. Donc j'ai préféré mettre des rotules neuves. Et voilà, flexible, le petit bras de renvoi de direction qui a toujours du jeu, bon, on l'a changé, bougie, vidange, frein arrière, bon, le truc courant quoi. La poulie d'ampère aussi on a changé. Et qu'est-ce que c'est? Alors la poulie d'ampère, c'est la poulie qui est là pour amortir les vibrations du moteur. Ok. Donc on a une masse en rotation qui est là pour... c'est l'harmonic balancer, comme on dit. Oui. Alors, en français, je ne saurais pas, c'est la poulie d'ampère, on appelle ça. Ouais. Donc elle amortit en fait le moteur quand il tourne, il génère des vibrations. Donc elle est là pour justement tempérer les vibrations du moteur. Et à bout c'est deux pièces en fait. Tu as la pièce qui vient sur le vilebrequin et tu as la masse qui est en rotation. Elle est sur un monté avec du caoutchouc. Puis avec l'âge, le caoutchouc il se désintègre et puis la poulie commence un peu à tourner de travers et puis des fois ça arrive carrément à sortir. Okay. Là on voyait que le caoutchouc était vraiment en train de se décomposer, donc on a changé la poulie. Et là les symptômes c'est quoi? Ces vibrations? Ça commence, des vibrations moteurs et puis jusqu'à ce qu'elles partent carrément en couille quoi. Ok. En couille? En couille. Les enfants, j'espère que vous êtes couchés. Nous avons dit un gros mot. Comme Jacouille. Bah quoi? Bon. Monsieur Houille. Ok, donc là ici c'est pareil, le client... Le client, il avait un problème de boîte avec sa marche arrière qui ne marchait pas et une boîte pas assez précise. Donc, nous allons démonter cette boîte, la faire refaire, la revendre et installer une boîte à crabot qui sera une boîte qui sera beaucoup plus performante et solide. Beaucoup plus performante. Beaucoup plus performante et beaucoup plus solide pour l'utilisation exagérée que nous allons faire de la bête et que vous verrez certainement dans le prochain épisode. Et à ce sujet, j'ouvre une parenthèse. Nous n'avons pas partagé le dernier épisode sur la page Facebook pour vous inciter à aller sur la chaîne YouTube, chose que vous faites de façon modérée, trop modérée. Donc nous vous invitons, et avec nos remerciements anticipés, d'aller jeter un petit coup d'œil sur la page, sur la chaîne YouTube, Sokal Franchise TV. Et comme ça, vous verrez les lives. Vous n'avez pas besoin de scroller sur la page pour retrouver un live, etc. Et vous aurez tous les derniers épisodes. Et dès qu'il y aura un nombre de vues un peu plus satisfaisant, nous vous balancerons le prochain épisode. Voilà. Voilà. Donc ensuite, au rayon des véhicules qui sont quasiment prêts, enfin qui sont prêts d'ailleurs. Donc là, on a la caisse, donc cette Corvette C3 marron qui part chez Cars Discovery aussi. Donc petit modèle L82, donc tu vois mon cher Stéphane, on t'a fait polir les jantes, tu vois, on t'a mis 4 pneus neufs,
parce que les pneus ils avaient l'air en bon état, mais ils avaient 10 ans. Et comme la voiture n'avait pas beaucoup roulé, bah, les pneus avaient des plats et on le sentait quand on roulait. Donc voilà, il fallait qu'on fasse cette petite modif. Donc voilà, c'est un beau petit combo de couleurs aussi. Voilà. Marron glacé, intérieur beige. Très très belle caisse qui sera dispo. Alors, comme vous le savez, maintenant on a pas mal de partenaires en France qui ont des véhicules qui sont déjà visibles sur le pont, essayables avant achat, etc. Déjà en France. Donc on a petit clin d'œil donc à notre ami Francky de Bolide Garage qui fait son premier rassemblement demain. Donc ça va être le 3e samedi de chaque mois. Donc Bolide Garage, secteur Lyon, à Savigneux exactement si je ne me trompe pas. Donc allez voir sur la page de Francky, Bolide Garage, rassemblement demain, plus des voitures à vendre aussi qui sont dispo, que vous pouvez aller voir, essayer. Et il organise tout un tas de trucs aussi, entre les concours de fléchettes, les bouffes, les machins. C'est un bon vivant le Francky, comme beaucoup de gens du secteur lyonnais. Hein. Donc voilà, on vous salue. N'hésitez pas à aller leur rendre visite. Ensuite, Alex, celui-ci, il y a eu un petit peu de boulot aussi. Donc comme d'habitude. Ça va partir aussi chez Steph de Cars Discovery. La boîte était en fin de parcours. Donc, essai final, je trouvais que ça ne shiftait pas bien comme je l'aimais. Donc, j'ai dit, on met une autre boîte. On a changé la boîte. On a viré les cochonneries anti-pollution. Hein. Greta, si tu nous regardes, désolé, mais les pompes à air et tout ça, je peux te les envoyer par FedEx si tu veux. On lui a mis un petit carbu de chez Edelbrock, donc pour faire respirer le 305 et également le muffler qui était pendouillant. Ah ouais, le gros problème c'est qu'elle n'était pas assez bruyante cette voiture. On n'entendait rien. Donc là on lui a mis un petit muffler. On n'entendait absolument rien. Donc voilà, là au moins on l'entend quand même un peu mieux. C'est des petites modifs pour qu'elle soit quand même mieux. On avait déjà bossé pas mal. Et les joints, les chromes, les machins, tout le cinéma, la calandre, tout le bazar, on avait changé pas mal de trucs. Les petits capuchons sur les roues, ça lui va bien. Les petits trous d'origine avec les petits liserés blancs, ça lui donne une bonne dégaine. Et c'est une petite bagnole très sympathique. Et c'est vraiment l'hybride. C'est eux qui ont inventé l'hybride. Hein. C'est un hybride entre une voiture, avec un châssis de voiture, une position de conduite de voiture, le confort d'une voiture, mais une benne. Et moi j'en avais un en France, je mettais 2 motos de cross dedans, donc tu peux quand même mettre pas mal de trucs, donc c'est cool. Voilà, et les Camino, pendant un moment c'était très très hot, tout le monde voulait des Camino. Il y a des moments où c'est les modes aussi, ça avait redescendu un peu. Je pense que ça va revenir le Camino, parce que par exemple les anciennes générations de Camino ont un avant de Chevelle, on retrouve beaucoup d'éléments de Chevelle, et le prix des Chevelles continuant à monter en flèche, on peut quand même avoir un truc qui a le look de la Chevelle, en tout cas toute la face avant, et en même temps une benne dans un Camino qui reste quand même beaucoup moins cher qu'une Chevelle. Donc c'est quelque chose à voir aussi. Ensuite, on va essayer d'aller un peu vite. On a cette Mercury Cougar. Donc vous vous souvenez, on avait un problème de chauffe sur cette voiture. On avait tombé les culasses. Alex ? Alors vous savez ici, c'est là. Donc là, on a déculassé. Les jaunes culasses étaient mal montées. Ils n'avaient pas mis, pareil, un moteur rebuildé par des professionnels de l'américaine, etc. Ouais. Ils n'avaient pas mis les pins de centrage sur les culasses. Donc les culasses n'étaient pas à leur place. Et du coup, l'eau passait dans les cylindres, mais de façon puissante. Pas de problème. Donc on a fait éprouver les culasses. On a fait une petite rectif très légère. Elles n'avaient rien en fait. Ça avait été fait. Déjà l'usinage avait déjà été fait. Les sièges, tout le cinéma avait bien été fait. Mais le gars qui a remonté les culasses sur le moteur, il n'a pas jugé bien de mettre les pins de centrage pour centrer la culasse sur le bloc. C'était juste ça. Donc on a remis le joint de culasse, les pins bien évidemment. Et maintenant elle est repartie pour un tour. Et là elle a la santé celle-là, parce qu'il y avait des pièces perfo aussi. Celle-là elle a une cam. Celle-là a une cam. Des pistons qui bumpent un peu la compression. Il y a quelques petites pièces sympathiques. Non, ça marche bien. Franchement. Elle est un peu énervée la Cougar. Alors, on dirait pas quand on la regarde comme ça, on dirait la voiture à pépé, beige, machin, et t'accélères, salut. Ouais, non, elle marche vraiment bien. Elle marche vraiment bien. On a partagé aussi la vidéo de nos amis d'Ulysse Motors qui sont en partenariat avec Burnout Garage
à Fréjus, donc Cannes, Fréjus, ce secteur-là. Ils ont 3 voitures qui sont dispo à la vente. Ils ont un C20, ils ont une Corvette C3 de 1973 et ils ont aussi une Mustang première génération. Donc c'est 3 caisses qui sont vraiment cool que vous pouvez voir et essayer à Cannes. Voilà, donc ça c'est quelque chose aussi que je voulais dire. Il se trouve que j'ai partagé cette vidéo et un petit peu après on a été faire notre inspection de la Camaro 69 qui s'est avérée catastrophique. Et je pense que ce poste-là a un petit peu masqué le poste d'avant. Donc n'hésitez pas à scroller un peu et remonter dans les différentes publications. Vous verrez cette petite vidéo qui est très intéressante. Et allez sur leur page Ulysse Motors aussi, très intéressant. Notre ami Nico vous propose beaucoup de véhicules modernes. Donc là, il a même mis une Infiniti à vendre avec des prix qui sont intéressants. Donc c'est histoire d'élargir un peu le panel et de vous montrer un peu ce qu'on voit beaucoup ici. Parce que c'est vrai que les gens qui viennent aux États-Unis se promener ici, bien souvent ils sont étonnés de voir autant de caisses japonaises ou tu vois, ils s'attendent à voir que de l'américaine et que de l'ancienne partout. Non, il y a les mêmes réalités économiques qu'en Europe. Donc forcément, il y a des voitures aussi qui sont destinées à moins consommer. Et par exemple, des Prius, on en voit partout. On voit bien sûr plein de Tesla, etc. Donc tout ça, c'est une réalité qui est une réalité que nous, on voit. Voilà. Et donc, il y a un panel. Il faut regarder un peu tout ça. Et il y a des voitures qui sont intéressantes aussi en dehors des caisses américaines, même si nous, effectivement, on est bien entendu spécialisé plus sur les américaines. Mais voilà, il y a des caisses intéressantes. Le Tundra, par exemple, le Tacoma, c'est de chez Toyota, donc le gros pick-up Toyota, le Tundra, avec le 5,7 litres qui avoine quand même, c'est ultra fiable, c'est vraiment du bon matos. Le Tacoma, et notamment tous les derniers Tacoma qui ont vraiment de la gueule, et les 4Runner aussi, donc ça c'est des trucs qu'on peut exporter aussi. Et ils ont ici énormément d'accessoires pour aller en camping sauvage avec, etc. Enfin, c'est vraiment toute une industrie qui est intéressante aussi et qui fait partie aussi de la réalité de ce qui se passe en Californie. Donc c'est intéressant d'en parler aussi. On fera peut-être découvrir à un moment. Bien sûr. Si vous nous donnez des vues, nous on vous donnera du contenu. Voilà comment ça se passe. Ensuite, GT Automobile, ils ont reçu leurs 4 premières voitures, donc les 3 Corvettes plus la Mustang. Donc c'est des voitures qu'ils ont reçues et qui vont être bientôt prêtes à voir et à essayer aussi. Donc merci. Le deuxième container est sur le point de partir pour vous les amis. Voilà. Ensuite, dernier petit truc, on a nos amis de chez SwissPix, Julien, avec qui on est en partenariat pour la Suisse. Donc nos amis suisses, si vous voulez des voitures en provenance d'ici, on a un partenaire sur place pour vous faire l'homologation, que ce soit en ancienne ou en moderne. Et là, par exemple, on a fait on a eu le cas avec un Shelby, un F150 Shelby, 750 chevaux, hein, le vrai de vrai, le gros Shelby. Voilà, donc il vient d'être livré à notre client commun, à Julien et à nous. Donc super intéressant aussi. Malheureusement, on ne l'a pas eu ici, celui-ci. Il est parti directement pour la Suisse, mais on aurait peut-être fait le con avec. Donc c'est aussi bien qu'il soit parti directement celui-là. Non, c'est pas le genre de la maison. Voyons. 750 chevaux dans un tout-terrain. Voyons. Avec des déserts partout, des montagnes partout ici. Genre. Nous, on est des gars sérieux. Oui, c'est vrai. Bon. Voilà, ensuite, un petit big up à nos amis de la Réunion, des customs, tous les copains de la Réunion, hein, c'est en train de bouger à fond. On veut du rhum, nouveau shop. Hein, la Réunion, on veut du rhum. Ouais, balancez-nous du... Voilà, et puis nos amis de Cubic Workshop, enfin tous les copains qui bossent avec nous, Laurent, Raph, bien entendu, Nico, tout le monde, toute la petite équipe, même si vous entendez moins parler d'eux, on se joint... ils se joignent à nous pour vous saluer. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire à ce sujet. Ensuite, donc on finit de préparer les voitures qui partent. Hein, et puis semaine prochaine, on vous montrera d'autres petites astuces et trucs. Hein. Trucs et astuces. Il nous reste les réponses. Questions, réponses. Alors, Bah ouais les mecs. Trucs et astuces. Alors là, tu me prends de court. Là. Je te prends. Il y a quand même Manuel qui demande si vous faites des Solex. Ah, des Solex. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Il y en a plus en France qu'ici. Bah oui, c'était une marque française, Solex, les copains. Puis c'est casse-gueule. Hein. Bien sûr, j'imagine.
Il faut toujours rester dans la rigolade. Ok, alors les petites questions qu'on a eues. Ok. Alors, est-ce qu'à l'heure actuelle, on peut prétendre à une C3 68-72 clé en main pour 30 000 euros? La réponse est oui. Nous avons eu déjà des exemples précis avec des voitures en Survivor en bon état pour des prix qui sont inférieurs à ça. Ensuite, une très belle, entièrement révisée avec des chevaux, boîte méca, etc. On va dépasser ce budget-là. Donc en gros, je dirais que c'est possible, mais il ne faut pas s'attendre à une caisse de concours non plus sur ces premières générations de Corvette C3. Mais c'est quelque chose qui est possible. Ensuite, Mireille Lacoccinelle, pourquoi la TVA n'est pas la même sur une voiture des années 2000 que sur une voiture des années 60? Alors pourquoi? Ça, faut demander au gouvernement, mais dans la pratique, jusqu'à une voiture qui a plus de 30 ans va être considérée comme une voiture de collection et donc elle aura une TVA dans la mesure où elle est considérée comme une voiture, on va dire, le plus possible d'origine. C'est une voiture qui aura que 5,5% de TVA et pas de droit d'entrée sur le territoire. Une voiture qui a moins de 30 ans, même si elle est de 92 et qu'elle a presque 30 ans, elle aura 10% de droit d'entrée sur le territoire, plus une TVA à 20%, plus une homologation. Donc il faut que la voiture soit d'origine. Et en plus de ça, l'homologation, ça coûte entre 4 et 5 000 euros selon le modèle. Donc ça vient vraiment exploser le budget. Donc c'est pour ça qu'on n'exporte pas, par exemple, des M3 des années 2000 ou des trucs comme ça, ou certaines Porsche 996, des choses comme ça, qui peuvent ici être intéressantes, mais quand on vient ajouter tout le prix des taxes et de l'homologation, on trouve moins cher en Europe. Voilà, donc ça c'était pour répondre à cette question-là de TVA. Ensuite, alors à propos des ponts, 12 boulons, 10 boulons, la différence, etc. Donc c'est la taille du pont en elle-même, n'est-ce pas? Tout à fait. Oui. C'est toi le spécialiste. Le pont 10 boulons, c'est un pont qui était là-dessus, là, sur le Camino, c'est un pont 10 boulons. Ok. C'est des petits ponts pour les petites voitures à tout faire, etc. Et qui n'ont pas un torque. C'est comme chez extrême. Ford. Chez Ford, il y a les 8 et les 9 pouces, donc c'est la taille du pont. Donc plus c'est gros, plus c'est costaud, et plus tu peux lui en mettre dans la tronche. Voilà. Donc ça, c'était pour répondre à Patrick. Ensuite, Franck, quel collecteur choisir pour un 289 ou 302 avec direction assistée et boîte auto? Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut montrer par exemple sur la bleue, puisque là, on a le cas. Hein. C'est une direction assistée boîte auto. Et on a des collecteurs ici, ce sont des collecteurs Doug. Là, on a une belle paire, de collecteurs. Une belle paire de collecteurs. Donc celle-ci, elle a une direction assistée, une boîte automatique. Montre-moi ce qu'il faut. Ici, là, tu vois, les collecteurs sont ici. Et donc ceux-là, ce sont des collecteurs Doug. Et alors Alex aussi, on peut préciser quelque chose, c'est qu'il y a les longs et les courts qui, dans la théorie, ont une incidence légère sur le fonctionnement du moteur. Plus tu augmentes la contre-pression, donc le couple du moteur, et plus c'est court, et plus moins tu as de contre-pression. Et normalement, plus ton moteur est rageur en haut. Ça, c'est la théorie. Ça se vérifie sur des moteurs très pointus et il n'y a pas de souci. Bon, après, sur une Mustang, je vais être franc, la différence, elle est zéro. Ouais. Tu ne sentiras aucune différence entre des shorts, des longs ou des machins. Si sur une Mustang d'origine, ça ne changera rien. Voilà. Après, c'est aussi en termes de place et d'ergonomie du collecteur en fonction de comment ta voiture est conçue. Certains, les longs, alors l'exemple, c'est les Chevelles, par exemple. Quand tu mets des longs collecteurs donc qui descendent jusqu'en bas, le truc descend, il traîne par terre. Donc je trouve pas ça pour la garde au sol. Voilà, la garde au sol. Donc des médiums, des mid-length, comme ils appellent ça, c'est bien. Bon, après, il faut faire de la fabrication, c'est plus compliqué sur un court ou un mid-length, parce que tu dois faire un tube qui monte, qui va chercher le collecteur. Et sur les collecteurs longs, tu arrives, tu as la ligne. Tu viens mettre ta ligne devant, et c'est fini, c'est plus simple. Okay. Mais bon, voilà. Et ceux-ci, là, c'est marrant que tu prennes cette voiture-là comme exemple, parce que ceux-ci ont une particularité. Mon très cher ami. Mais oui, et quelle est-elle? Donc ceux-ci ont un Venturi pour aspirer les vapeurs d'huile du moteur. Donc ça, c'est assez rare. Et ça, c'est un truc que j'avais pas vraiment vu sur une américaine. Du moins, les voitures qui passent à l'atelier, sur certaines voitures de course, bien sûr. Donc là, si tu veux, en bas, là-bas, tu as un Venturi avec un clapet. Donc tu as une check valve, comme on appelle ça, c'est un clapet. Et ce qui fait que quand les gaz d'échappement passent devant, ça fait effet Venturi, un peu comme j'avais expliqué pour le carburateur. Ouais. Donc ça crée une dépression et ça vient aspirer les vapeurs de carter du moteur. Ce qui fait les vapeurs d'huile s'échappent avec l'échappement. Donc
Tu encrasses pas ton carburateur à aspirer les vapeurs d'huile par l'admission. Donc ça, c'est ce qui est le plus commun avec la valve PCV. Donc là, les vapeurs d'huile sont directement aspirées par l'échappement et relâchées derrière. Intéressant. Voilà. Et ça, c'est assez rare de voir ça sur un modèle de rue. Voilà, donc pour répondre à Franck, donc après il y a aussi le type de collecteur avec la matière. Donc forcément en acier simple ce sera moins cher qu'en inox. Voilà. Tout ça après c'est pour le choisir. De toute façon ça Franck il connaît quand même très très bien ces caisses là. Donc après tu vas choisir en fonction du budget que tu veux mettre et de ce que tu attends. Voilà. Et en gros si tu peux vite fait nous dire quelle est la raison principale quand on passe des collecteurs d'origine à des collecteurs comme ça, le moteur est quand même libéré aussi. Bah après, le flux gazeux qui sort de la culasse, sur les collecteurs d'origine, ils cherchent à faire une pièce qui soit... Le moteur n'est pas prévu, est prévu pour une marge de fonctionnement, on va dire. Pour un moteur d'origine, on dit voilà, il doit faire tant de kilomètres, il doit consommer tant et on veut tant de chevaux. Okay. Donc il conçoit la pièce pour que ça coûte le moins cher et réunir tous ces critères. Ouais. Maintenant, sur des collecteurs performance, là, ce qu'on veut, c'est augmenter la performance. Donc, on va rogner sur le coût, forcément. Donc, à fabriquer, ça coûte plus cher. Maintenant, les tubes, logiquement, sont étudiés pour que chaque cylindre ait la longueur de tube et que ce soit bien équilibré, en fait. Que chaque cylindre ait sa longueur de tube identique afin d'égaliser l'évacuation des gaz et d'avoir un moteur qui respire mieux. C'est pour ça qu'on dit que quand on met des collecteurs, le moteur respire mieux. C'est parce que sur un collecteur d'origine, quand on peut les voir, hein, on a les 4 sorties par exemple sur un banc de cylindre, on a les 4 sorties sur la culasse, et ils viennent tous se rejoindre dans un saucisson et qui sort après derrière. Là, ce qui fait, c'est que le cylindre, ça se combat en fait, les pressions d'échappement se combattent, donc ça fait un espèce de méli-mélo là-dedans et ça sort pas efficacement. Que quand tu as un 4 en 1, chaque cylindre est guidé et ça sort à la fin et ça échappe et ça respire mieux. Donc bon, après, il faut que les collecteurs, c'est pour ça que ça coûte un peu plus cher. Il y a une étude quand même. Ils ne prennent pas des bouts de tube et ils chipotent. Vas-y, on va mettre un bout de tube comme ça. Non, chaque coude, il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit plus coudé que l'autre parce que même cinéma, tu vas brider plus un cylindre que l'autre. Donc pour que tout ça marche bien harmonieusement, il faut que tous les coudes soient plus ou moins étudiés de la même façon, qu'ils soient tous plus ou moins de la même longueur pour que le moteur, chaque cylindre ait le même flux d'échappement en fait. Très intéressant. Clair, ou pas? Merci. Non, et donc Franck, si, je pense que c'est clair. Il n'y a pas de souci. En tout cas, Franck, il faut bien choisir le modèle. Faut pas te chipper. Pas que Franck. Le pas cher, ça marche pas. Hein. Il faut, éviter de prendre les tout premiers prix. Et deuxièmement, il faut prendre le modèle qui est adapté à la voiture en fonction, comme tu précisais, boîte auto, etc. pour que ça échappe les différents éléments et que ça ne vienne pas entrer en contact avec la direction ou d'autres trucs comme ça. Ok ? Voilà, donc ça c'était important. Alors, quel temps fait-il, Nicolas? Oui, il fait très beau. On a commencé le live justement pour toi, pour te montrer qu'il fait beau. Et voilà, et ensuite, je crois qu'on a fait le tour de nos petites questions, les gars. De Ferrari mondial à Los Angeles. Oh oui. Oui. Sans problème. Comme on dit très souvent, il ne faut pas oublier que même si c'est des voitures qui étaient faites en Italie ou les Porsche en Allemagne, etc., le premier marché mondial, dans la plupart des cas de ces voitures-là, c'est la Californie. Donc les États-Unis en général et la Californie en particulier. Donc bien entendu, on trouve ici, et le fait qu'il y ait beaucoup plus d'habitants aussi, ça permet de trouver beaucoup plus de voitures. Et en plus de ça, deuxième point positif, les gens roulent avec leur voiture. Alors oui, elles ont plus de kilomètres, mais c'est pas plus mal parce que c'est des voitures qui doivent rouler. Donc on va trouver de la Porsche ancienne, on va trouver de la Ferrari, etc. et des gros passionnés. Et un autre truc aussi qui est assez important, c'est que le niveau de vie étant assez élevé ici, les gens ont les moyens de les entretenir même quand c'est pas le premier acheteur. Parce que bien souvent, ce qui pose problème avec ces voitures, c'est que le premier acheteur qui a vraiment les moyens de l'acheter en profite quelques années, il la revend à quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens de l'entretenir, et comme ça, et ça baisse, et au bout de 15-20 ans, les gens qui se retrouvent avec ces voitures-là sont souvent des gens qui n'auraient jamais eu les moyens de l'acheter neuve. Donc forcément, ni les moyens de l'entretenir. Donc ce qui est très important de savoir, c'est qu'il vaut mieux une voiture qui a plus de kilomètres, qui roule plus, qui a été mieux entretenue, qu'une voiture qui est restée dans un garage ou qui est restée à l'air libre à des endroits où elle peut se mettre à rouiller. Comme c'est le cas dans beaucoup d'endroits dans le monde. Donc la Californie, ça reste un très très bon marché pour toutes ces caisses-là.
Merci de nous avoir posé la question. Voilà, donc je pense qu'on va vous garder les autres réponses ou les autres questions pour la prochaine fois. Hein. Donc je ferai pareil, je vous demanderai de poser les questions un petit peu à l'avance, comme ça au moins, puisque vu qu'il y a un petit décalage entre le moment où vous posez la question et le moment où nous on répond, ce sera beaucoup plus simple comme ça. Merci à ceux qui ont joué le jeu. On vous demande de partager s'il vous plaît un maximum les informations que je vous ai données un petit peu avant et notamment la chaîne YouTube. Ok ? Alex, tu as quelque chose d'autre à dire ? Absolument rien. Très bien. Jérém, tu viens dire au revoir ? Voilà. L'assistant lumière. Assistant lumière. Dernier truc, on vous donne rendez-vous au salon Rétromobile du 5 au 9 février. Donc nous serons là pour vous rencontrer, répondre à vos questions techniques. Et puis voilà, on espère qu'on vous verra nombreux sur place. Voilà, ok ? À très bientôt. Et bon week-end. Salut. Bye bye. Bye les copains.